Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner. Bienvenue dans ce live. Je suis Dr Ismaël Hassani. Je suis gastro-entérologue. Et ce soir, nous allons parler de la pancréatite aiguë. Ça peut sembler un peu bizarre pour certains, mais on va essayer de rendre la chose plus digeste. Avec mon invité, Dr Aïda Sarr, alors que je vais de ce pas inviter. Paul Diouf, bonsoir. Fatim, bonsoir. Alors, Aïda, je t'ai envoyé, voilà, invitation. Donc, c'est parfait. Aïda, oui, ok. Bon, c'est parfait. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ben, ça va très bien. Je te vois pas, c'est... Tu ne me vois pas? Non. Ah, c'est bizarre. Moi, je te vois. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent nous voient tous les deux, Aïda et moi. Alors, dites-nous si vous nous voyez. Kéfil, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, non, tu ne me vois pas. Non, jusqu'à présent. Extraordinaire. Bon. Attends. Alors, Kéfil, oui, on vous voit tous les deux. Ah, Aïda, Alors. comment se fait-il que toi, tu ne me vois pas? Hein? Attends, L'écran est noir, c'est ça? Et l'écran est noir, exactement. Bon, attends, tu peux peut-être quitter, je vais te renvoyer l'invitation, alors on va voir. Ce sont D'accord. les aléas. Les aléas du direct, effectivement. À tout de suite. Ok, à tout de suite. Alors, oui, c'est ça. Essaie de déconnecter. Aïda, alors je vais te renvoyer l'invitation. On va voir si cette fois-ci, je vais la bonne. Yehousha, bonsoir. Là, c'est bon, Aïda? Bon, je te vois toujours pas, mais bon, c'est pas grave, hein, on va Non, faire non, avec. c'est grave, c'est grave. Bon, alors, ce que tu vas peut-être faire, c'est te déconnecter, je ne sais pas, te Oui. déconnecter et Elle me te reconnecte. reconnecter. Oui. Entendu. Ah là là. On attend notre Aïda Star qui va se reconnecter d'un moment à l'autre. Docteur Mami Daro, bonsoir. Docteur Abdallah, bonsoir. Alors, ok. Aïda, là c'est bon? Toujours pas? Toujours pas, je te vois pas, je sais pas pourquoi ça marche pas. Écoute, Ah là là. Donc, toujours pas. Oui, très bizarre. Bon, alors,
Tu vois, quand je suis pas, quand tu m'invites pas dans le direct, je te vois, mais là, dès que j'entre, ton écran devient tout noir. C'est- Apparemment, alors, on nous dit, nous, on voit, c'est déjà bon. Apparemment, Alors, c'est on, confirmé. on nous voit, mais toi, tu me vois pas. Moi, je Ouais. te vois, ben, parfaitement. Donc, je sais pas Ouais. ce qui se passe au Mais niveau. pas, mais je vois pas. Écoute, C'est tout noir carrément. c'est tout noir. Je me vois, moi, mais toi, l'écran, la moitié de l'écran en haut est tout noir. Bon, d'accord. On fait comment? Bon, on nous voit. On nous Ouais, on commence. voit, on nous entend. Oui, Bon, on fera avec. oui, dommage, j'aurais bien voulu te voir, mais bon. Oui, je sais. Bon, bon, tu vas te présenter. Comme tout le monde te voit, ben, tu vas te présenter. D'accord. Ben, alors, moi, je m'appelle Aïssatou Aïdassa. Je suis médecin anesthésiste réanimateur ici à Dakar, au Sénégal. Et voilà. Très bien. Et ce soir, nous allons parler de la pancréatite aiguë. Voilà. OK. Oui, allons-y. Alors, je vais te poser la première question. Qu'est-ce que la pancréatite aiguë, docteur Ismaël? Alors, on va faire très simple. La pancréatite aiguë, comme le nom le dit, hein, c'est une inflammation du pancréas. Maintenant, j'ai un petit schéma là. Bon, dommage, tu ne vois pas, Aïda. Ah, Euh, donc, tu ne pourras pas me dire si je cadre très bien mon image ou pas. Mais bon, il y a ouais, Mamie Daro qui est là, il y a Kepi qui est là également. Donc, ils nous diront si on voit bien le pancréas sur ce schéma que je vais montrer pour parler d'accord. un peu du pancréas Oui, avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet. Donc, le pancréas, il est là. Donc, il est là. C'est cet organe-là qui est là et qui fait environ. Tu cadres mal. Bon, ok, d'accord. Désolé. Là, c'est bon. moi, je sais pas. Là, Dommage. là c'est bon. Kéfil. Bon, parfait. Ok, merci. Alors, donc, le pancréas, il est là, comme vous le voyez. C'est un organe qui est assez discret, qui est derrière l'estomac. C'est cet organe qui est derrière l'estomac et qui est encastré là au niveau de la première partie de l'intestin. Au niveau de la première partie de l'intestin. Donc, il est situé entre l'estomac et la colonne vertébrale. On verra un peu plus tard peut-être les implications. Donc, il est là, le pancréas. Il a la taille d'un smartphone, on va dire environ 15 cm. Et il a deux principales fonctions. La première fonction, c'est la production d'hormones qui régulent le taux de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, donc à travers la production de l'insuline, du glucagon, donc l'insuline qui est l'hormone qui permet de diminuer quand il y a une hyperglycémie, et le glucagon, quand il y a une hypoglycémie, de faire monter le taux de sucre, entre autres. Donc, sa deuxième fonction, c'est que le pancréas participe à la digestion des lipides, des glucides et des lipides, glucides et des protides. Donc, vous voyez là, le pancréas donc, produit un sucre qu'on appelle le sucre pancréatique. Donc, ce sucre qui est riche en enzymes, donc les enzymes qui permettent de participer à la digestion. Donc, le sucre pancréatique qui se déverse au niveau de cette première partie de l'intestin qu'on appelle le duodénum. Donc, le sucre pancréatique à travers ce petit canal que vous voyez là. Pas, voilà, ce petit canal. Donc, et les enzymes sont activées une fois au niveau du tube digestif. Donc,
Au niveau de l'estomac, il y a une sorte de prédigestion. Et là, la digestion se poursuit à ce niveau au contact des enzymes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une pancréatite? Il y a une autodigestion du pancréas. Alors, au lieu que les enzymes soient activées là, à ce niveau, au niveau du tube digestif, les enzymes sont activées directement au niveau du pancréas. Donc, ce qui crée une autodigestion de la glande et qui va expliquer tous les symptômes. Voilà un peu à peu près comment définir la pancréatite aiguë. Alors, Aïda, dis-moi, quelle est la fréquence de la pancréatite aiguë? Alors, là, il faut savoir que la pancréatite aiguë, c'est pas une pathologie rare, elle est assez fréquente. Et dans les études dans le monde, on estime que on rapporte environ entre 20 et 70 cas pour 100 000 habitants. Maintenant, la fréquence, elle va beaucoup varier en fonction de la zone géographique, des habitudes de vie. On verra pourquoi. On sait déjà que la pancréatite aiguë, elle va être plus fréquente chez l'homme par rapport à la femme. Et ça, on verra également, c'est en rapport avec les causes de la pancréatite. En gros, pour donner d'autres chiffres, aux États-Unis, par exemple, vous avez 70 cas de pancréatite pour 100 000 habitants par an. En France, vous aurez à peu près 15 000 cas en fréquence de pancréatite aiguë par an. Maintenant, nous, en Afrique, au Sénégal, on a toujours ce problème avec nos statistiques par rapport aux pathologies. On n'arrive pas trop à avoir des statistiques fiables. Mais je sais qu'il y avait une étude réalisée à l'hôpital Aristide Le Dantec par Barbosa et qui avait retrouvé. Alors, c'est plutôt la fréquence de pancréatite aiguë en réanimation, donc c'est des pancréatites aiguës graves. C'était à peu près 0,5% des admissions par an. Donc, ça vous donne à peu près une idée du nombre de pancréatites qu'on reçoit en réa. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Et nous, en fait, quand on reçoit les pancréatites aiguës, c'est qu'elles sont graves. Sinon, vous, les gastro et autres, vous les voyez en hospitalisation de manière plus fréquente par rapport à nous. Donc, je pense que pour la fréquence, si tu as des choses à rajouter, c'est ce que j'avais à dire. Non, je pense que c'est bon. Alors, dis-nous, Ismaël, comment est-ce qu'on diagnostique une pancréatite aiguë, s'il te plaît? Alors, comment poser le diagnostic d'une pancréatite aiguë? Il faut deux de ces trois critères que je vais citer. Déjà, il faut la douleur. La douleur, on appelle la douleur de type pancréatique. On a vu un peu la localisation du pancréas. Donc, la douleur de type pancréatique commence au niveau du creux épigastrique. Donc, ça peut simuler une douleur de l'estomac pour ceux qui ont bien vu sa position. Mais la particularité de cette douleur, c'est qu'elle est transficiente. C'est-à-dire, vu que le pancréas est en arrière de l'estomac et entre l'estomac et la colonne vertébrale, donc transficiente, ça veut dire que ça traverse et on ressent la douleur dans le dos. Donc, c'est une douleur à irradiation postérieure qui est quasi permanente et qui peut s'accompagner de vomissements, de nausées. Et deuxième critère, c'est la lipasémie qui est supérieure à 3 fois la normale. Alors la lipasémie, c'est une enzyme qui intervient dans la digestion des lipides. Donc, on a dit tout à l'heure, le taux normal, c'est inférieur à 190. Mais qu'est-ce qui se passe? On a un taux supérieur à 3 fois la normale parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur le schéma, il y a une autodigestion de la glande, les enzymes sont activées à l'intérieur du pancréas et s'attaquent à cet organe. Donc, ce qui fait que le taux est très élevé. Et disons, troisième critère, alors c'est le scanner, je veux dire l'imagerie, donc notamment le scanner, qui doit se faire entre le 3e jour et le 4e jour après le début des douleurs. Quand il se fait en urgence, c'est quand on a un doute diagnostique, quand on pense à autre chose qu'une pancréatite. C'est en ce moment qu'on peut faire le scanner assez précocement. Et il peut être fait aussi sans ingestion de produits de contraste. Alors,
pour les collègues qui nous suivent, j'ai juste parlé de la lipazémie. La mélasémie n'est plus dosée. Il faut qu'on l'oublie déjà. Il faut qu'on l'oublie. En tout cas, dans le cadre du diagnostic de la pancréatite aiguë, il faut oublier la mélasémie. Donc, on se focalise uniquement sur la lipazémie. Et toujours à mes collègues, la lipazémie ne doit pas être dosée en absence de douleur pancréatique. Ne doit pas être dosée en cas de dépistage, par exemple, pour des patients qui sont un peu stressés. On ne doit pas doser la mélasémie juste pour le plaisir. Et la lipazémie, autant pour moi. On ne doit pas doser la lipazémie à titre de dépistage. Et pour ceux qui suivent les patients hospitalisés pour une pancréatite, il n'y a pas intérêt à doser la lipazémie pour la surveillance. On n'en a pas besoin. Une fois que vous avez posé votre diagnostic avec une lipazémie qui est supérieure à 3 fois la normale, vous n'avez plus besoin de doser la lipazémie durant l'hospitalisation du patient. Donc, voilà à peu près ce que je vais dire par rapport au diagnostic. Donc, le scanner, entre le 3e jour et 4e jour après l'apparition des symptômes. Et aussi, il n'y a pas un intérêt à faire des scanners tous les 2-3 jours. Quoi. Effectivement. Sauf qu'il y a des cas bien précis quand le malade ne va pas bien, quand il y a une défaillance multiviscérale, on en parlera peut-être plus tard, mais spontanément, une fois que le traitement est mis en marche et que tout va bien, il n'y a pas intérêt à refaire un scanner à 2 jours d'hospitalisation. Effectivement. Effectivement, c'est très clair pour le diagnostic, merci. Et est-ce qu'on pourrait avoir les causes de la pancréatite aiguë? Alors, les causes de la pancréatite aiguë, je vais aller en termes de pourcentage, on va faire plus simple. 40%, c'est les calculs biliaires. Donc, calcul biliaire dit c'est un élément solide, mobile, qui se forme au niveau de la vésicule biliaire qui est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les calculs peuvent migrer. Bon, j'espère que je cadre bien cette fois-ci. Les calculs peuvent migrer et quand les calculs migrent, les calculs peuvent boucher à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que le suc pancréatique n'arrive plus ici et que la bile aussi n'arrive plus à couler. Donc, automatiquement, il y a un reflux et autodigestion de la glande, donc pancréatite. Donc, 40% calcul biliaire, 40% cause alcoolique et les autres 20%, on va dire, les causes dysmétaboliques, donc une hypercalcémie, donc le taux de calcium qui est très élevé, hypertriglycéridémie. Il y a des causes auto-immunes, il y a des causes génétiques, il y a des causes iatrogènes. Donc, iatrogène, c'est lié à un traitement, donc soit un traitement médicamenteux ou un traitement instrumental, notamment chez les gastro en cas de CPRE. Et il y a aussi le traumatisme. Il y a une autre cause aussi, c'est les causes tumorales, que ce soit des tumeurs bénignes ou des tumeurs malignes du pancréas. Voilà à peu près. Et je vais noter qu'au niveau, l'intoxication alcoolique rend vulnérable le pancréas. Donc, rend vulnérable le pancréas, ce qui fait que même s'il peut y avoir d'autres causes, en dehors même de l'éthylisme, même si vous êtes exposé à une intoxication alcoolique de façon chronique, alors vous êtes à risque. Voilà. Donc, alors, Aïda, on a parlé des causes. Quelles sont les complications de la pancréatite aiguë? Alors, il faut savoir que dans 20% des cas, la pancréatite aiguë va être grave. La gravité, elle peut se faire progressivement. Elle va pas être d'emblée grave dans tous les cas le premier jour. Il faut évaluer le patient. En général, on admet 48 heures pour évaluer la gravité de la pancréatite. Maintenant, la première semaine, va survenir des défaillances d'organes. C'est la première complication, ce sont les défaillances d'organes. Alors, il y a même une classification, la classification d'Atlanta, qui a été révisée il y a quelques années et qui permet d'évaluer la gravité d'une pancréatite aiguë en fonction ou pas de la présence d'une défaillance d'organes. Alors, c'est quoi une défaillance d'organes? Il y a 3 types de défaillance d'organes dans la pancréatite aiguë, essentiellement.
D'abord, il y a la défaillance cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura, pour parler de manière simple, il y aura une hypotension artérielle parce que le volume sanguin va beaucoup diminuer. La pancréatite, en fait, elle crée une inflammation. Il y a du liquide qui va se former autour du pancréas au niveau de la cavité abdominale. On appelle ça un troisième secteur. Et toute cette eau, entre guillemets, qui est au niveau de ce secteur-là, il vient des vaisseaux sanguins. Ce qui fait qu'au niveau des vaisseaux sanguins, la pression, elle n'est plus assez élevée. Vous allez avoir une hypotension artérielle, une hypovolémie. Avec une hypoperfusion au niveau de tous les autres organes, parce que quand il n'y a pas assez de sang et que la tension est basse, tous les autres organes sont impactés et il va y avoir beaucoup de conséquences suite à ça. Ensuite, la deuxième défaillance d'organes qu'on peut voir, c'est la défaillance respiratoire. On a ce qu'on appelle le SDRA, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, c'est un œdème lésionnel au niveau du poumon, c'est-à-dire que le poumon va se gorger d'eau et du coup, le patient, il va avoir beaucoup de mal à respirer, il va respirer vite, il va se sentir oppressé, etc. C'est ce qu'on appelle le SDRA pour parler simplement. Ensuite, il y a le fait que le patient va développer des infections pulmonaires comme la pneumonie, ce qui va aggraver encore plus son tableau. Et le fait que déjà l'abdomen soit douloureux, soit gorgé de liquide, ça va entraîner ce qu'on appelle un syndrome du compartiment abdominal dans certaines pancréatites aiguës. Et ça va comprimer encore plus le thorax du patient qui aura encore plus de mal à respirer. Je ne sais pas si vous avez compris. Ensuite, la troisième défaillance d'organes qu'on peut observer dans la pancréatite aiguë, c'est le rein, l'insuffisance rénale aiguë. Le rein, il va beaucoup souffrir parce que déjà, il y a une hypoperfusion, il y a un syndrome de réponse inflammatoire systémique, un CIRS, il y a l'hypovolémie, etc. Et c'est des patients qui sont susceptibles d'avoir besoin d'une assistance de type dialyse, hémodialyse. La dialyse, elle va permettre de filtrer le sang. Elle va permettre, entre guillemets, de remplacer le rein qui, normalement, doit filtrer le sang. Le rein, en fait, il a beaucoup d'autres fonctions, mais bon, c'est pour résumer. Donc, en gros, vous avez ces trois défaillances d'organes. Donc, on a dit cardiovasculaire, respiratoire et l'insuffisance rénale. Donc, ça, ce sont des complications qui vont apparaître la première semaine de la pancréatite aiguë. Ensuite, entre la deuxième et la quatrième semaine, vous aurez d'autres complications. C'est des complications locales. Tout à l'heure, malheureusement, j'ai pas pu voir l'iconographie de Ismaël, mais vous verrez qu'au niveau du pancréas, il va se former un œdème. Et le pancréas peut aller jusqu'à se nécroser. C'est-à-dire que les tissus du pancréas vont tout simplement mourir. C'est de la nécrose. Donc, la nécrose fait partie des complications. Il y a une autre complication au-dessus de la nécrose, c'est l'infection de la nécrose. C'est la nécrose elle-même. Le pancréas, déjà, il est malade, il est inflammé, les tissus sont morts. Et en plus de ça, vous avez une infection qui vient se greffer à ça et qui va encore aggraver le tableau. D'accord? Ensuite, comme autre complication, vous avez des coulées pancréatiques, c'est-à-dire tout le liquide du pancréas qui va se déverser au niveau de l'abdomen. Si vous avez bien vu le schéma de Ismaël, le pancréas, c'est un organe très profond et qui est en rapport avec beaucoup d'autres organes. Il y a le rein, il y a beaucoup de vaisseaux, la veine splénique, l'artère splénique, etc. Et donc, ce qu'on peut avoir comme complications autres au niveau local, c'est des complications à type d'ischémie, voire de thrombose de la veine splénique. Donc, la veine splénique est une veine très importante et elle va se boucher, ce qui va créer des complications.
On peut avoir des anévrismes, c'est-à-dire que l'artère splénique ou une autre artère, parce qu'il y a le tronc cœliaque à ce niveau-là, l'artère va se fragiliser et on peut avoir ce qu'on appelle un anévrisme, c'est-à-dire que la paroi de l'artère, elle va être très fragile et elle peut se rompre, ce qui va créer une hémorragie cataclysmique. Donc l'hémorragie fait partie des complications de la pancréatite aiguë. Ensuite, vous avez d'autres complications qui sont liées au patient lui-même, à son terrain. Si un patient qui est déjà diabétique ou insuffisant cardiaque ou je sais pas, qui a déjà une insuffisance rénale fait une pancréatite, sa pathologie préexistante, elle va se décompenser parce que ça survient déjà dans un terrain précaire. Ensuite, vous avez d'autres complications. Je pense, j'ai déjà parlé du syndrome du compartiment abdominal parce que la pression intra-abdominale, elle augmente. Donc, vous avez une augmentation de cette pression-là qui, en réanimation, normalement, est surveillée. Vous allez avoir d'autres complications pulmonaires, notamment les épanchements pleuraux. C'est-à-dire qu'au niveau de la plèvre, vous allez avoir de l'eau et ça va aggraver le tableau du patient. Donc, je pense que pour les complications, c'est à peu près ça, les complications qui surviennent la première semaine et les complications qui vont survenir entre la deuxième et la quatrième semaine. Donc, notamment la défaillance multiviscérale. Multiviscérale, ouais. Et tu as parlé tout à l'heure du SIX, donc le syndrome inflammatoire de réponse systémique, qui a un score pour les cliniciens pour évaluer la gravité de la pancréatite aiguë. Donc, il y a eu plusieurs scores auparavant, mais c'est ce qu'on retient actuellement. Il y a eu Ranson, il y a eu Apache, il y a eu BISAP, tout ça, c'est oublié. C'est le SIX actuellement et qui a comme item la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température et le taux de globules blancs de l'alimentation. Voilà. Le taux de globules blancs supérieur à 12 000 ou inférieur à 4 000. Une température inférieure à 36 ou supérieure à 38. Une fréquence respiratoire supérieure à 20, si je ne raconte pas de bêtises. Et qu'est-ce qui reste encore? La fréquence cardiaque, voilà. C'est ça. Voilà. Supérieure à 80. Alors, tu nous as parlé des complications de la pancréatite aiguë. Alors, comment prendre en charge la pancréatite aiguë? Alors, donc pour prendre en charge la pancréatite aiguë, vous aurez compris que c'est une pathologie assez complexe. Et donc, il y a plusieurs choses à prendre en charge. En tout cas, nous, en réanimation, quand on reçoit un patient qui a une pancréatite, il y a d'abord ce qu'on appelle le traitement symptomatique, c'est-à-dire le traitement des signes, des symptômes que le patient va présenter. Et en premier lieu, le patient, comme Ismaël vous l'a expliqué tout à l'heure, il a mal. Donc, un des piliers essentiels de la prise en charge de la pancréatite aiguë, ce sera la prise en charge de la douleur. Alors, comment on prend en charge la douleur dans une pancréatite aiguë? C'est une analgésie qu'on appelle analgésie multimodale, c'est-à-dire qu'on va choisir un ou plusieurs antalgiques qui vont agir de manière différente pour traiter cette douleur. Ça peut être tout simplement du paracétamol, ça peut être de la morphine, ça peut être du tramadol, etc., de la kétamine, en sachant que chacune de ces drogues a des effets secondaires. Et donc, on va s'adapter en fonction du patient. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui a déjà des transaminases à 100 fois la normale, on va éviter de lui mettre du paracétamol pour ne pas fatiguer encore plus son foie. On va peut-être privilégier la morphine. Quelqu'un qui a un iléus paralytique, etc., on sait que la morphine va l'aggraver, on va éviter. Donc, vraiment, c'est toute une batterie d'antalgiques qu'on peut utiliser pour traiter la douleur. Donc, traiter d'abord la douleur. Ensuite, on va mettre le patient à jeun parce que le pancréas, comme Ismaël vous l'a dit, il va sécréter des sucs qui vont permettre la digestion.
Et donc, il faut reposer le tube digestif. On va arrêter d'alimenter le patient pendant, en tout cas, au moins 48-72 heures. Le patient, il va pas s'alimenter. On peut utiliser également des anti-sécrétoires, de l'oméprazole, des antihistaminiques pour éviter l'ulcère de stress parce que en réa, c'est un environnement assez hostile, assez stressant. Donc, les patients peuvent faire de l'ulcère de stress. Donc, on utilise les antisécrétoires pour ces patients-là. Ensuite, comme autre traitement, il y a le remplissage cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'on va mettre une perfusion au patient, une ou plusieurs perfusions, afin de traiter l'hypotension artérielle, l'hypovolémie. Donc, on va mettre du sérum salé en général ou du Ringer lactate. Alors, il faut, bon, pour mes collègues médecins, avant, on faisait un remplissage massif, c'est-à-dire que dès que le patient arrivait, on mettait 3 à 5 millilitres par kilo par heure. Vraiment, on remplissait à flot. Mais les dernières recommandations ont montré qu'on était délétère avec ça et que il valait mieux faire un remplissage vasculaire en fonction des données du monitorage hémodynamique. Parce que quand les patients sont hospitalisés, notamment en réanimation, on a la possibilité de monitorer, c'est-à-dire de surveiller l'état d'hydratation, de volémie du patient. Et en fonction de ça, on peut savoir comment est-ce qu'on va remplir ou pas le patient. Ensuite, le traitement toujours, il y a la nutrition. Quand on a mis le patient à jeun 48-72 heures, à un moment donné, il faut l'alimenter. Sinon, il va être dénutri. On ne peut pas laisser une personne plus de 2-3 jours sans l'alimenter. Et ce qu'on met, c'est une nutrition entérale. Alors, la nutrition entérale, c'est une alimentation artificielle. Ce sont des mélanges qui sont déjà préfabriqués dans les sachets. Il y a plusieurs types de mélanges. Je vais pas trop revenir dessus. On a des mélanges polymériques, semi-élémentaires, élémentaires qui ont une manière différente d'être digérés. Et on va les faire passer par soit une sonde nasogastrique, soit une sonde nasogéjunale. En fait, c'est pas de l'alimentation naturelle, on va la faire passer par une sonde le plus possible. Donc, en général, on essaie de privilégier cette alimentation entérale. Mais il faut savoir que si elle est mal tolérée ou que c'est impossible parce que le patient, il est en état de choc, il est allongé, il vomit, il a du reflux, on peut utiliser une nutrition parentérale, c'est-à-dire c'est des perfusions c'est des grosses poches de perfusion qui vont permettre d'alimenter le patient, mais par voie intraveineuse. Sauf que on préfère pas parce que ça peut entraîner plusieurs complications et les études ont montré que il valait mieux utiliser les voies naturelles, le tube digestif pour alimenter le patient. Ismaël, tu peux intervenir hein, si je dis des bêtises. Non, 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 je suis d'accord avec toi. Alors, je vais résumer. Donc, prise en charge, contrôle de la douleur, mise à jeun. Donc, on fait reposer la glande pancréatique pour éviter de stimuler la sécrétion pancréatique et remplissage, mais remplissage prudent Oui, avec des cristalloïdes, notamment le Ringelnat. Et je précise que l'antibiothérapie prophylactique n'est pas recommandée. exactement. Exactement. L'antibiothérapie prophylactique n'est pas recommandée. Donc, il faut pas mettre systématiquement, comme beaucoup de collègues font directement, un antibiotique aux patients. Ça sert à rien. Les études ont montré qu'en tout cas, l'antibioprophylaxie n'avait pas d'effet positif sur la survie des patients. Et pour aller plus loin, quand on identifie la cause, parce qu'on peut identifier la cause, on a parlé du diagnostic, on a parlé du scanner. Le scanner a déjà plusieurs buts. Le but déjà de confirmer le diagnostic, mais aussi évaluer la gravité. On en a parlé tout à l'heure, tu as parlé des nécroses, mais aussi permet d'identifier la cause si elle est d'origine biliaire.
On peut ne pas trouver des calculs au scanner, hein. Ça, c'est un autre débat. Euh, donc, euh, donc, les calculs, quand on identifie les calculs, l'idéal serait de procéder à l'ablation de la vésicule biliaire pendant cette hospitalisation-là. Il y a quelqu'un Si qui a la posé... pancréatite n'est pas grave. Oui. Si l'état du patient le permet, bien sûr. Voilà, je suis avec une animatrice. Alors, il y a une question que je vais relayer. D'ici, j'ai déjà eu ce type de douleur, mais c'était des calculs biliaires. Comment faire la différence entre les deux? Alors, disons que la maladie biliaire et lithiasique, ça n'a pas de calculs biliaires. Ça n'a pas de calculs biliaires. Et la pancréatite fait partie des complications des calculs biliaires. Et les douleurs ne sont pas les mêmes. Les douleurs ne sont pas les mêmes. Les douleurs des calculs biliaires, de la lithiase biliaire, c'est plus des douleurs type de colite hépatique. Et là, on parle plutôt de douleurs qui commencent là, au niveau du creux épigastrique, donc en dessous du sténum, et qui irradient dans le dos. Ce n'est pas pareil. Ce qui est sûr, quand vous avez mal, dirigez-vous vers un centre d'une structure hospitalière. On vous posera les questions, on va vous examiner et on saura faire la part des choses. Il y a des examens qu'on demande si vous avez mal et que vous avez des calculs qui n'ont pas encore été pris en charge. N'hésitez pas si vous sentez une douleur. Je ne sais pas si tu as quelque chose à compléter, Aïda. Oui, oui, non, c'est bon, tu as parfaitement raison. C'est ça. En cas de douleur, faites-vous consulter et le médecin, il a les outils pour déjà vous examiner et avoir une idée du type de douleur. Mais effectivement, la douleur de la pancréatite, c'est différent de la douleur de la lithiase. C'est une douleur brutale, ça fait très mal. C'est pas le même type de douleur, comme l'a expliqué Ismaël. Oui, tu dis quelque chose. Donc, non, c'était juste pour continuer le traitement, sauf si tu as autre chose à ajouter. Vas-y, vas-y. Après, il y a une question sur mais on termine le traitement d'abord. D'accord. D'accord. Ensuite, donc on a parlé du traitement symptomatique, c'est-à-dire le traitement de la douleur, mise à jeun, nutrition entérale, traitement du choc, de l'état de choc. Ensuite, il y a tout ce qui est traitement étiologique. Donc tout à l'heure, on a abordé un peu quand la pancréatite est d'origine biliaire, qui a une angiocolite, on peut faire ce qu'on appelle une CPRE. Que mon ami Ismaël, il va nous expliquer ce que c'est, la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Mais c'est quand la pancréatite, elle n'est pas grave. Si la pancréatite est déjà grave, on va éviter d'aller y toucher. Ensuite, un autre traitement étiologique, c'est quand l'origine, c'est dû à une hypertriglycéridémie. Alors, c'est plus difficile il est plus difficile d'imputer la pancréatite aiguë à une hypertriglycéridémie, mais j'ai lu un peu dans la littérature qu'on pouvait faire ce qu'on appelle un échange plasmatique. On le fait pas encore à Dakar, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est une piste pour ce type de pancréatite aiguë. Ensuite, toujours dans les traitements, on peut faire des drainages sous contrôle radiologique en collaboration avec les chirurgiens, les radiologues pour diminuer les collections de nécrose. Voilà, en résumé, le traitement. Après, il y aura enfin, là, c'est un peu un résumé du traitement de la pancréatite. Mais sachez que quand un patient fait une pancréatite aiguë grave, il y a plein d'autres pathologies, plein d'autres problèmes qui vont survenir et chacun va être traité séparément. Voilà. Donc, c'est des patients qui peuvent être intubés, qui peuvent avoir une assistance respiratoire parce que comme je vous ai expliqué, il y a des problèmes, il peut y avoir une défaillance respiratoire. Donc, quand il y a une défaillance multiviscérale, c'est que beaucoup d'organes ont lâché, entre guillemets, le cœur, le rein, les poumons, le cerveau, le patient peut faire des troubles de la conscience et dans ce cas-là, il faut une assistance respiratoire, il faut un soutien hémodynamique. Parfois, on est obligé de mettre
des amines pour le remplissage ne suffit pas. On est obligé de mettre des amines pour faire monter la tension. Donc, voilà. Ok. Alors, pour revenir à la CPRE, en fait, c'est une technique qui combine l'endoscopie euh, à la scopie, si tu veux, au sorte de radio, en quelque sorte. Et il faut enlever le calcul. Je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'image qu'il peut y avoir une obstruction liée à un calcul qui va venir boucher à ce niveau-là. Donc, l'examen va consister, vous voyez que ça communique avec le tube digestif, donc on va passer par là pour aller retirer ce calcul qui coince. Et puis voilà, c'est ça. Et la complication aussi, ça peut être une pancréatite aussi après. Effectivement, voilà. Les enfants, alors, peut-on prévenir cette maladie? Alors, oui, oui et non. Oui et non. Oui, dans la mesure où Ismaël vous a parlé d'une des causes, c'est l'alcool. Donc, dans la mesure du possible, il faut éviter l'alcool. Avoir un mode de vie sain, c'est-à-dire bien s'hydrater, avoir une alimentation équilibrée, éviter l'hypercholestérolémie pour justement éviter les calculs biliaires, etc. Quand on a un calcul biliaire, le traiter. Euh, quoi d'autre? Oui, c'est essentiellement ça. Après, il y a des pancréatites dont on n'arrive pas à déterminer la cause. Et Ismaël en a parlé tout à l'heure. Sinon, il y a des causes médicamenteuses, il y a beaucoup d'autres causes. Mais en règle générale, c'est avoir un mode de vie sain, bien s'hydrater, éviter l'alcool, éviter le tabac, faire du sport, bien s'hydrater et avoir une alimentation équilibrée. Je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'il y a des facteurs non modifiables. L'âge, on n'y peut rien. Tout ce qui est génétique, on n'y peut rien. Mais derrière, il y a des facteurs modifiables tels que l'alcool. Donc, on peut faire un sevrage alcoolique et le tabac qui n'est pas du tout bien aussi, qui est nocif pour le pancréas. Donc, c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi, une alimentation équilibrée, faire du sport, éviter la sédentarité. Et parce quand on va parler peut-être des calculs de la lithiase biliaire, c'est multifactoriel et on retrouve l'obésité, parmi ces facteurs. Donc, oui, lutter contre l'obésité et voilà. Je pense que si. Quels sont les signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Bon, déjà, quand vous avez des douleurs abdominales que vous n'arrivez pas à expliquer, consultez. Parce que une des causes, c'est la lithiase biliaire, donc il y aura des douleurs, c'est sûr. Donc, traitez la lithiase biliaire. Maintenant, est-ce que, en dehors de la douleur, je vois pas de signes. Oui, c'est principalement la douleur. C'est principalement la douleur. C'est la douleur, hein. Donc, il y a pas un signe qui peut alarmer en quelque sorte en dehors de la douleur parce que la douleur est au devant du tableau. Quand vous avez une pathologie lithiasique, c'est la douleur. Donc, oui, si vous avez mal, si vous avez des douleurs abdominales de façon récurrente que vous n'arrivez pas à expliquer, et parfois il peut arriver que l'échographie soit normale, hein, alors qu'il y a des calculs. Donc, n'hésitez pas à consulter un médecin, un spécialiste éventuellement. Et n'hésitez pas également à faire les examens qu'il faut pour pouvoir trouver une cause à ces douleurs. Voilà. Donc, je pense on a parcouru toute la question, Aïda. Même si tu ne m'as pas vu. Oui, donc, je t'ai pas vu, mais bon, voilà. C'est les aléas du direct, comme on dit. C'est ça. Ben, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je sais que tu es très discrète. Vraiment, tu m'as sorti Très de discrète mon. comme le pancréas. Mais j'ai su quand même te faire sortir Euh, pour notre plus grand bonheur.
parce que voilà, c'est très bien. Merci pour avoir partagé tes connaissances avec nous ce soir. On ne va pas te retenir très longtemps. Oui, merci à toi. Merci à toi. C'était très intéressant. Voilà. Et à bientôt, non? À bientôt. À bientôt. Okay. Mais merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont participé à ce live. Merci à J'ai toi. vu que Marie-Victoire Sen se connecter à un moment là. Effectivement, elle était là. Mais elle aussi, il faut l'inviter. Elle a plein de choses à dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Compte sur moi. Comme tu vois la façon dont je vais procéder, non? Ah, tu m'as pas laissé ça. Tu m'as pas laissé le choix du tout. Allez, ben, merci à tous. Bonne soirée Merci. et Au à revoir. bientôt.